Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Méliès de Montreuil. Très content de vous retrouver après une première semaine de l'année 2023 riche en rencontres. On repart sur de très bonnes bases puisque je profite de cette soirée pour vous annoncer quelques chiffres de l'année 2022. Le Méliès, grâce à vous, n'a perdu que 13% de sa fréquentation par rapport à 2019, ce qui est exceptionnel. Donc je vous remercie, on vous remercie. Je pense que notre directeur artistique Stéphane Boudet se prend le remerciement pour un coup. Il y est pour quelque chose, évidemment. Et il est aussi pour quelque chose dans la création de ces rendez-vous désormais réguliers, mensuels, et courts au Méliès. On a attaqué en septembre la deuxième saison après 9 mois autour des échelles de plan. Maintenant, on parle des mouvements de caméra. Donc, on a évoqué d'abord un nouveau mouvement, qui est le plan fixe, puis peut-être le mouvement, qui était le travelling. Et là, on va s'attaquer à autre chose ce soir avec le panoramique. Je crois que Vincent a un très bel exemple. Et Lyon, si tu m'entends, on peut d'ores et déjà passer sur l'écran de l'ordinateur. Et j'en profite pour vous présenter notre intervenant ce soir, que je suis ravi d'accueillir, puisqu'on a travaillé ensemble dans un autre cinéma du 93 à Saint-Denis. Et Vincent est aujourd'hui critique de cinéma pour la revue Les Cahiers du cinéma. Il a été coordinateur de la programmation des journées cinématographiques dionysiennes, devenues journées cinématographiques. Le panoramique est arrivé. Et il est également aujourd'hui membre du comité de sélection du festival Entrevue à Belfort, qui est un festival de premier plan au niveau national. Voilà, donc bienvenue Vincent Poli, merci d'être avec nous ce soir et merci à vous d'être aussi nombreux. Un petit peu de retard. Mais Vincent, tu as quand même ton heure de cours avant Le crime de Monsieur de Jean Renoir. À toi la parole. Merci Victor. Donc vous m'entendez, ça va comme ça? Donc merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour ce cours sur le panoramique et pour le film de Renoir. C'était un peu pour la blague, il y a déjà un panoramique infini. J'en profite pour saluer le réalisateur qui est dans la salle, juste là, Quentin Pietro. C'est un film sur le tennis, qui est un peu le sport panoramique, si je puis me permettre. Je vais commencer tout de suite par une définition très concrète du panoramique. Qu'est-ce que le panoramique? C'est pas évident, sachant que pour plein de gens c'est un concept un petit peu flou, et même en anglais il y a deux mots qui se mélangent avec le travelling. C'est un peu un mouvement, vous verrez, un petit peu, si j'ose le dire, un mouvement un peu bâtard. Le mouvement panoramique donc consiste en une rotation de la caméra sur sa position. Le panoramique s'effectue généralement à l'aide d'un trépied, comme ici, un trépied sur lequel la caméra est fixée, même s'il est complètement possible de faire un panoramique avec une caméra portée, à l'épaule, peu importe comment. Le panoramique peut être horizontal, suivant un mouvement de droite à gauche et de gauche à droite, ou vertical, suivant un mouvement de haut en bas et inversement. Peut-être que je vous apprends rien. En gros, opérer un mouvement panoramique, ça consiste à changer progressivement l'angle de prise de vue sans que la caméra, elle, ne se déplace. C'est la règle d'or du panoramique. En tout cas, dans ma conception. Lorsque Stéphane et Victor du Méliès m'ont proposé de travailler sur le panoramique, j'ai accepté avec plaisir sans me rendre compte que je tombais dans un piège, en fait. Parce que moi, le panoramique, en fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça à la base. Ça me semble être un mouvement comme d'autres. Mais si là je vous demande quels sont vos panoramiques préférés, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses. Alors que si je vous demande votre avis préféré, il y aura peut-être quelqu'un qui va me dire les sœurs jumelles dans Shining de Kubrick, voire même un zoom préféré, on peut en trouver chez Aung San Suu. Mais des panoramiques, bon, moi ça me fait penser à Wes Anderson, sauf que j'aime pas Wes Anderson. Donc, premier problème. À mon avis, c'est notamment parce que le panoramique est intégré à de nombreux autres mouvements de cinéma, notamment des travelling. Si on prend un peu... j'ai une main qui se lève, c'est bon. Ouais, il y a un panoramique complètement fou, mais un film passablement expérimental
Michael Snow. Alors, en fait, c'est à la fin du cours que je vais parler de Michael Snow, donc il ne faut pas cacher la surprise. Trop tard. Oui, Michael Snow, oui. Michael Snow qui est décédé il y a quelques jours, donc Ah bon? on va lui rendre hommage de façon un peu indirecte. Oui, il est décédé il y a 3-4 jours. Est-ce que c'est possible d'arrêter la blague? Peut-être. C'est vrai que je ne pas, donc je vais laisser ça pour l'instant. Donc, si on prend un exemple un peu de grand plan du cinéma, que tout le monde a un peu vu, le plan séquence au début de La Soif du Mal d'Orson Welles, il y a des panoramiques, mais il y a aussi, en fait, c'est une sorte de grand travelling avec tout ce que vous voulez mélanger ensemble. C'est pas un panoramique pur et dur. Et moi, pour ce cours, j'ai voulu un peu jouer le jeu du panoramique pur et dur, même si on va quelquefois un peu fermer les yeux sur des petits ajustements faits par des travelling. Et ça concerne notamment le film de Jean Renoir. Vous verrez, c'est un panoramique très intéressant qui à la fin est un peu un travelling. On va faire semblant de ne pas le voir, d'accord? On va se concentrer sur les vrais panoramiques sans citer Wes Anderson. C'est le défi ce soir. Vous l'aurez compris, le but c'est pas de faire un top 10 des meilleurs panoramiques du cinéma, de l'histoire du cinéma. C'est plutôt d'enquêter un peu sur la fonction du panoramique, qu'est-ce qu'on peut dire avec un panoramique, et voilà, d'étaler un peu quelques intuitions. Alors quand j'ai accepté cette tâche, j'ai commencé à enquêter dans des films, notamment des films muets. Je me disais, mais bon, de quand datent les premiers panoramiques? Et si on remonte donc aux origines du cinéma, donc que ce soit cinéma primitif, comme on dit, cinéma de premier temps, puis cinéma muet des années 20, qui est déjà plus proche de nous, mais écoutez, j'ai pas trouvé la réponse. J'ai pas trouvé le premier panoramique. Il y a pourtant des travaux qui ont été faits sur les premiers développements d'un langage cinématographique moderne qu'on comprend intuitivement aujourd'hui, notamment les travaux de Noël Burge qui enquêtent sur des travelling, les champs contre champs. Sur le panoramique, j'ai absolument rien trouvé. Au début, je me suis dit que c'était des problèmes, pas des questions techniques, mais par exemple un travelling, nous on imagine des rails, c'est compliqué, mais en fait il suffit de mettre une caméra sur une voiture ou un bateau. Donc finalement le travelling est peut-être plus simple que le panoramique. Je laisse la question ouverte. Mais du coup, j'ai regardé des films et j'ai commencé par un film de Griffith, David W. Griffith, l'auteur d'Intolérance, Naissance d'une nation, qui a été vraiment quelqu'un de très précurseur dans le langage cinématographique. J'ai regardé Le Lys brisé, 1920, aucun panoramique. Voilà, on peut avancer. Non, je plaisante. C'est un film qui est très novateur, mais effectivement, il n'y a aucun panoramique. Ensuite, j'ai regardé Les Espions, 1928. On est quand même déjà de la fin du muet, quelque chose d'assez virtuose. Les Espions de Fritz Lang, aucun panoramique. Voilà. Il y en avait un, mais qui est à peine décelable. Et dans ces films, surtout dans le film de Griffith, donc la caméra est toujours fixe, l'angle est fixe et présente les espaces dans leur supposée entièreté. Par exemple, une boutique, le port, n'importe quel lieu, une cave. Hein, on voit ce lieu dans ce qui est censé être ce lieu un peu entier. Et donc mon intuition par rapport à ça, c'est que dans les premières années du cinéma, le panoramique contient en lui-même une sorte de danger. Parce que les films présentent une image assez plate, avec peu de profondeur. Les personnages sont tous souvent au même niveau. Je généralise un petit peu, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu des films en 2D, surtout sur Griffith. Et du coup, c'est un type de mise en scène qui renvoie, en bien comme en mal, au théâtre, bien sûr, à la scène de théâtre. Et donc le problème, si vous filmez une scène de théâtre, si vous me filmez vous, ou si je vous filme vous, et que d'un coup je filme à gauche ou à droite, on voit les coulisses. Donc déjà, il y a une sorte de danger là-dedans. Le panoramique fait peur et les décors ne sont bien sûr pas adaptés, puisqu'on parle vraiment de décors de cinéma construits dans une grande majorité des films. Encore une fois, je généralise un petit peu. Les décors ne sont pas adaptés à un angle de prise de vue qui serait modifiable à loisir. Et du coup, j'ai parlé des coulisses, etc. Mais si on tourne à 90 degrés, et si on tourne à 180 degrés, si on se tourne comme ça, du coup, c'est de façon plus générale le quatrième mur, et là j'emplace le terme dans son sens un peu esthétique, philosophique. Le quatrième mur, c'est en fait l'illusion du cinéma, l'illusion du théâtre avant, puis l'illusion du cinéma. Et c'est donc le réalisme du cinéma en général qui est peut-être menacé par le panoramique, puisqu'il ne faut montrer ni les cuisiniers ni la recette,
Voilà, je me permets une analogie un peu nulle, mais vous aurez compris. Et pour finir mon enquête dans le cinéma muet, j'ai aussi revu M. le Maudit, qui est un film à moitié muet, à moitié parlant, 1931. Et là, il y avait des super panoramiques. Donc je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose qui se joue à la toute fin des années 20, mais ça nécessiterait peut-être un autre cours au Méliès, n'hésitez pas à me rappeler. Mais voilà, une question peut-être un peu complexe, j'imagine que dès lors qu'on peut dissocier l'image du son, par exemple un personnage parle, devient hors champ, on l'entend quand même, ça permet des choses avec le panoramique, mais je ne vais pas me risquer ce soir à poser un point de vue définitif sur cette période du cinéma. Alors, j'enchaîne. Certains mouvements du cinéma, et vous savez si vous êtes déjà venu aux autres cours au Méliès, certains mouvements de caméra semblent avoir un sens premier. Le zoom précise souvent un détail, un regard, un objet, etc. Le dézoom fait comprendre que l'image était plus riche que ce qu'on pensait. Le travelling suit un mouvement, hein, je repense encore à Shining. Mais à quoi sert le panoramique ? Le panoramique est le plus souvent encore une fois, ce qu'on pourrait appeler un mouvement d'accompagnement. Il est stimulé par une action au sein du cadre et il va le plus souvent accompagner un personnage qui se déplace. On a tous vu des séries type soap opéra à la télé à 20h15 chaque jour. Typiquement, on a le salon de la famille, on voit par la fenêtre que quelqu'un arrive, la caméra va faire un panoramique par exemple vers la gauche, accueillir cette personne qui rentre dans la pièce, la suivre jusqu'au milieu de la pièce, il y a un dialogue, à la fin cette personne va dans le jardin, on la suit vers la droite, il y a toute une série de légers panoramiques hein, dont on ne se rend même pas compte. Quoi. On peut aussi imaginer ces séries en plan fixe, cadre inamovible, ça ferait un peu Robert Bresson, ça serait un petit peu étrange. Donc voilà, le panoramique il a cette fonction discrète, mais qui est d'accompagner. Et en fait j'en profite pour vous dire un peu toutes mes intuitions par la suite, parce que comme ça vous avez un peu en tête. Le panoramique est donc idéal pour accompagner un mouvement, mais aussi pour découvrir un espace. C'est ce que je parlais, hein, de panoramique d'accompagnement. Le panoramique, et ça on en parle juste après, renvoie souvent de façon très discrète à une certaine subjectivité. Il permet de rendre compte du regard d'un personnage. Et puis enfin, on a parlé de Michael Snow, le panoramique peut obtenir une fonction autonome, signer la présence du cinéaste derrière la caméra, et puis même devenir créateur d'abstraction, on en parle tout à l'heure. On va commencer par deux extraits que j'ai couplés, deux grands films classiques. Il s'agit de Profession reporter d'Antonioni et Voyage en Italie de Rossellini. Vous allez voir que dans cette scène, les panoramiques servent à découvrir des espaces, mais opposés. Dans le premier film, vous avez un espace très large, infini, et dans le deuxième film, vous avez une maison, donc quelque chose de plus resserré, plus exigu. Et je propose qu'on les regarde tout de suite. Alors juste précision, dans Profession reporter, Jack Nicholson, reporter, débarque dans un pays d'Afrique qui ne sera jamais précisé pour d'une part enquêter sur un collègue, mais aussi pour faire un reportage sur un clan de bédouins rebelles. Et dans le film de Rossellini, c'est Ingrid Bergman et son compagnon qui viennent en Italie pour gérer la succession d'un oncle décédé, donc pour vendre une maison. Et dans la séquence que vous allez voir, des amis de l'oncle, des Italiens, leur font visiter cette maison. Donc on commence par Profession reporter.
take to get to this place? Oh, farmhouse, more or less. What's there? Camp? Of military camp. Right. And how many people? They will tell you when we get there. Do they have arms? They will tell you that too, when we get there. Everything. Listen. Et on enchaîne tout de suite sur Voyage en Italie. Tutto amatore! Signori, sono arrivati! Welcome. Buongiorno. This is Natalia, my wife. How do you do? Please go on in, I'll take care of the baggage. Keep coming. This way, please. You see, this is one of the drawing rooms where your uncle dined when he had guests. And we used to set up a large table right here. I never knew my uncle had such good taste. Now this way, please. Oh, this is beautiful, isn't it? Oh, in there are the kitchen and the pantry. Please. Look at her, Tony. Doesn't she look like Lydia? Oh, no, I don't think so. The profile. Much better looking, of course. Aren't they lovely? Those are French porcelains. They are Vieux Paris. Come. I want you to see the terrace. There's the Vesuvius. Ever since the eruption of 1944, there's been a period of calm. But the temperature's beginning to rise a little, though. That point back there, behind the hill, that first hill, is Pompeii. There's Castellammare, Torre Annunziata, Resines over there, and Naples. Capri, and that large strip down there is the Sorrento Peninsula. Beautiful, isn't it? Yes, right. This way, please. A Neapolitan painter of the 19th century, Palizzi, quite famous. Est-ce que je baisse le son pour les prochains extraits ou ça... Non, oui, un peu. Donc vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu des travelling dans Voyage en Italie. C'est dans ces moments-là qu'on va un peu fermer les yeux, qu'on va faire semblant de ne pas voir. Notamment au début, lorsque la caméra rentre dans la pièce puis ressort. Et même sur la terrasse, c'est discret, mais il y a une caméra qui se déplace. Mais, de toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans cet extrait. Vous avez donc vu toute une suite de panoramiques latéraux et verticaux. Et on voit comment le panoramique est quand même plutôt idéal pour découvrir un espace inconnu. Dans le film d'Antonioni, Jack Nicholson fait face à l'immensité du désert. On est obligé de parcourir du regard cette immensité. La lenteur du panoramique met en valeur ce vide, entre guillemets, un vide magnifique. Et en même temps, il y a une sorte d'ironie. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et tout le film pose cette question un petit peu, mais qu'est-ce que Jack Nicholson fait là, comme ça, en panne? Sa voiture est en panne, on ne le voit pas là, mais il est complètement perdu dans le désert. Et
La caméra, dans cet extrait, elle ne peut que s'attacher aux rares choses en mouvement. Puisque rien ne bouge, il faut aller trouver ce qui bouge. Et vous avez d'abord un bédouin sur un dromadaire, ou un chameau, j'ai pas réussi à... J'ai bien regardé, mais j'ai pas eu la réponse. Et ensuite, à la fin, enfin, au milieu, vous avez les deux hommes qui gravissent une espèce de dune. Et puis à la fin, vous avez toute la colonie de bédouins avec des armes, c'est pour ça qu'ils se cachent. Au passage, Antonioni réactive complètement l'imagerie un peu du western américain, puisque la caméra balaye le désert de la même façon que le cow-boy scrute l'horizon à la recherche des Indiens. Dans Voyage en Italie, là, on est dans un endroit beaucoup plus exigu, pas vraiment clos, parce qu'il y a la terrasse, etc., mais en tout cas vraiment plus renfermé. Et là, le mouvement de la caméra est motivé par les mouvements des personnages que l'on suit de pièce en pièce. Et c'est une visite qui a quelque chose d'un petit peu ridicule, encore une fois, un peu brusqué, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est quand même un film sur deux touristes. Hein. Si vous l'avez vu, le film n'est pas toujours aimable avec ses personnages principaux. Et comme le couple, on n'a pas vraiment le temps, on voit la maison, mais on n'a pas vraiment le temps de détailler ce qu'on voit. Ça va un peu trop vite. Et ce qui m'intéresse dans ces espaces, au-delà du fait que le panoramique permet de montrer un lieu, ce qui me semble le plus intéressant, c'est que le panoramique nous permet de découvrir l'espace exactement comme les personnages, eux, le découvrent. Et du coup, ma grande intuition, c'est que le panoramique, sans être un plan subjectif, sans vouloir retranscrire un point de vue subjectif, et bien, étrangement, le panoramique colle au point de vue des personnages, alors même que les personnages sont dans le cadre. C'est ça que je trouve assez fort. Et par exemple, lorsque Jack Nicholson voit le bédouin arriver sur un dromadaire, la caméra panote vers la droite, on ne voit plus Jack Nicholson, mais dans notre lecture du film, on est sûr à 200% que Jack Nicholson regarde le bédouin. On n'imagine pas Jack Nicholson faire autre chose dans ce hors-champ. Juste après, on voit un bédouin qui regarde Jack Nicholson. Pareil, la caméra panote vers la gauche, et on est sûr et certain que l'homme regarde Jack Nicholson. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Une sorte d'intuition. Et attendez, où est-ce que j'en suis? Et c'est un peu pareil lors de la visite. On voit les porcelaines de Paris, le tableau, et en fait on ne les voit pas. Comme Ingrid Bergman qui est un peu pressée, elle est collée au tableau, elle reste que 2 secondes, la porcelaine elle a le temps de rien voir. La scène sur la terrasse me frustre un petit peu parce que l'homme italien leur dit le nom de tous les volcans et on les voit mais pas en panoramique. Ça aurait été encore mieux. Là on a des coupes, et pareil on a des coupes qui vont très vite, on a un amoncellement de noms. Moi au bout de 2 secondes j'ai déjà oublié quels sont ces lieux et je pense que Ingrid Bergman aussi, hein, elle est complètement perdue dans ce paysage. En tout cas voilà. Pour moi c'est cette intuition du panoramique comme bizarrement plan subjectif. Et par ailleurs, pour conclure sur Voyage en Italie, il s'avère que toute la suite du film va tourner autour de la question du regard. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on nous fait voir, qu'est-ce que je vois moi, puisque Ingrid Bergman va être amenée à se libérer d'un mari pas très sympathique, notamment par le regard. Et je pense qu'on aurait presque pu montrer ce film au lieu du Renoir, sauf que le film de Rossellini n'a pas un plan qui soit aussi évident que le Renoir, mais ça aurait été aussi un bon choix de sélection. On va avancer sur un autre film, on va un peu creuser cette question de la subjectivité et aussi la question de l'imprévu avec un extrait. Alors j'ai mis que les initiales des films pour qu'il y ait un peu de suspense et j'ai pas du tout cherché à aller vers des films rares ou quoi. Donc on enchaîne sur Kill Bill de Tarantino et c'est une scène au début de Kill Bill, premier volet. Uma Thurman veut se venger de je ne sais plus combien de personnes qui l'ont fait souffrir, elle veut les tuer un par un. Et donc au début de Kill Bill 1, elle se rend jusqu'à la maison de Vernita, dans la typique banlieue, classe moyenne américaine. Et, les 2 femmes se battent, mais le combat est interrompu parce que la petite fille de Vernita rentre à la maison, prend son goûter. Donc les 2 tueuses font une pause et elles font une trêve tout en préparant le goûter. Et donc c'est une scène de dialogue que vous allez voir, a priori banale, et en même temps pas du tout, puisqu'on sait très bien que les 2 femmes veulent s'entretuer, donc il y a une certaine tension. Et les panoramiques que vous allez voir sont discrets, plus discrets que ce qu'on vient de voir, donc faites un petit peu attention à ça.
Il y en a plusieurs, il y en a 4. Les 4 ne réagissent pas aux mêmes idées, donc voilà. Je vous mets l'extrait, et je vais essayer de baisser le son aussi, juste avant que ça commence. I'm gonna change that. Voilà. Scène un peu violente, pour info, je vous préviens. I'm gonna change that. So when do we do this? It all depends. When do you want to die? Tomorrow? The day after tomorrow? How about tonight, bitch? Splendid. Where? There's a baseball diamond where I coach our little league about a mile from here. We meet there around 2:30 in the morning, dressed all in black. Your hair in a black stocking. And we have us a knife fight. We won't be bothered. Now, I have to fix Nikki's cereal. Billow said you were one of the best ladies he ever saw with an edged weapon. Fuck you, bitch. I know he didn't qualify that shit. So you can just kiss my motherfucking ass, Black Mamba. Black Mamba. I should have been motherfucking Black Mamba. Weapon of choice? Hey, if you want to stick with your butcher knife, that's fine with me. Very funny, bitch. Very funny! Il n'y en aura pas d'autres de ce genre. Moi, j'avais un peu laissé tomber Tarantino, puis en regardant cette scène, je me suis dit qu'en fait c'était pas mal. C'est assez subtil, enfin c'est même très subtil, sans en faire des tonnes parfois. C'est peut-être un des derniers mouvements, je ne vais pas parler de Tarantino. Alors, on voit comme ici, je ne sais pas si vous avez compté les panoramiques ou quoi, si vous avez tous vu. Moi, il y en a un que j'avais complètement zappé parce qu'il est vraiment pas important. En fait, il y en a 5. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure. On voit dans cette scène comme le panoramique, qui est pourtant très simple, et presque inaperçu, va donner une sorte de rythme interne à l'image, tout en nous renvoyant notre position de spectateur qui ne sait pas ce qu'il va se passer. Alors, il y a d'abord 2 panoramiques. Vous avez Vernita qui est au niveau de la cuisine et qui va aller vers le frigo. Ça dure à peine 2 secondes. Et puis vous avez un autre plan où Vernita revient du frigo. Et donc c'est un panoramique d'accompagnement, on accompagne le personnage d'un lieu à un autre, dans la même pièce certes, mais quand même on l'accompagne. Et c'est un plan les 2 plans sont pour moi en fait complètement assimilables au point de vue de Uma Thurman. Dans les extraits qu'on a eu précédemment, Jack Nicholson était dans le champ, donc il y avait une petite ambiguïté, mais là en fait Uma Thurman on ne la voit plus. La caméra est exactement là où Uma Thurman se tient. Donc en fait, on est dans une sorte d'objectivité, mais qui encore une fois n'est pas criée, quoi. C'est pas attention, plan subjectif. On n'est pas dans un film d'horreur où on avancerait dans un couloir sombre avec des zombies au bout. On ne voyait rien. On est plutôt dans une sorte de zone un peu indistincte du langage cinématographique où on voit ce que voient les personnages sans qu'à un moment ce soit souligné. C'est quelque chose qu'on comprend intuitivement. C'est une sorte de zone, de plan subjectif non avoué. Et le panoramique souligne à quel point Uma Thurman surveille sa proie en fait. En fait, elle sait très bien que la violence va exploser de nouveau. Du coup, elle est sur ses gardes et elle la surveille et elle manifeste en même temps une capacité à réagir immédiatement si besoin. Ensuite, il y a un autre panoramique plus étonnant, c'est le couteau. Puisque Uma Thurman dégaine son couteau et va le planter dans Vernita. Et elle le lance, et c'est le même plan, c'est un plan très rapide. Donc c'est un plan qui se fait au prix d'un flou, on ne voit pas ce qui se passe en vérité, on comprend mais ça va beaucoup trop vite. Et c'est flou et en même temps ça donne énormément de poids à ce mouvement, on le ressent. Bon, c'est un film d'action donc c'est pas étonnant, mais
On ressent vraiment la violence du mouvement. Et donc dans cette scène de Kill Bill, il y a plein de choses, parce qu'on a à la fois un panoramique qui capte des déplacements simples, qui en même temps les souligne parce que c'est un duel, qui en même temps arrive à capter une explosion de violence. Donc le panoramique transmet cette idée de réagir à tout moment. Et puis il y a un autre panoramique dans cette séquence, c'est qu'à la fin, une fois que Vernita tombe par terre, on voit Uma Thurman qui s'approche. On la voit en contre-plongée s'approcher de sa victime. Et en fait, là, on a le point de vue de Vernita. Et donc, dans cette séquence, il y a quelque chose, c'est là que j'aime bien Tarantino, c'est que finalement, il y a un peu un duel de regard. Au début, c'est Uma Thurman qui met toute son énergie à surveiller sa proie, elle est en danger, elle veut se battre, etc. À la fin, elle a gagné, donc en fait, elle peut se relâcher. Et c'est la proie qui, au sol, ne peut que regarder le chasseur qui s'approche et puis, en fait, essayer de réagir. Mais c'est trop tard, hein, elle va mourir. Il y a une sorte un échange de regards qui signifie la victoire de Uma Thurman. Voilà, on était encore une fois dans cette idée de subjectivité, et maintenant on va partir vers quelque chose de très différent. On parlait de panoramique d'accompagnement, on va s'intéresser à la question d'un panoramique qui soit autonome, qui ne soit pas motivé par un déplacement, une voiture, un ballon de foot. On va partir d'un domaine super intéressant qui est justement beaucoup plus rare au cinéma. On va commencer avec un extrait de Marnie, de Alfred Hitchcock, Pas de printemps pour Marnie en français. Je suis obligé de raconter un petit peu l'histoire du film. Dans Pas de printemps pour Marnie, Marnie, interprétée par Tippi Hedren, est prise la main dans le sac par son chef, par son boss, qui s'appelle Mark, interprété par Sean Connery, en train de voler de l'argent. Mais on est chez Hitchcock, donc c'est très pervers. En fait, Sean Connery n'attendait que ça, qu'elle vole de l'argent, parce qu'il est attiré sexuellement par elle, et qu'il voulait vraiment lui mettre le grappin pour lui imposer ses conditions. Donc lorsqu'il surprend Marnie en train de voler, il lui dit, écoute, soit j'appelle la police, soit tu m'épouses. Hitchcock. Donc Marnie, elle est obligée d'accepter pour se préserver, mais elle ne va pas pour autant consentir à un amour forcé. Et donc la scène que vous allez voir se passe sur un bateau, les jeunes mariés sont malheureusement en voyage de noces, ça se passe très mal, et vous allez voir c'est une scène de viol en fait, où Sean Connery, va arracher les habits de Marnie, donc il la violente, et après il va faire un truc, encore une fois, très Hitchcock, très pervers. Il va l'enlacer comme pour s'excuser, mais en même temps, en l'enlaçant, il va la faire prisonnière. Donc on va voir la scène, et on va voir juste après aussi, sans transition, un bonus qui répond un petit peu à la scène de Marnie. Vous verrez quelque chose de plus léger. Et puis quelque chose de beaucoup plus léger, un peu moins bien aussi. Sans vouloir critiquer. Petit chameau. Il faudrait vraiment arrêter avec les noms d'animaux. La force, c'est vexant. On reste dans la thématique chameau. Alors, dans la scène de Marnie, qui est vraiment impressionnante, Hitchcock, d'une certaine façon, on pourra en parler des heures, mais Hitchcock décentralise le regard avec beaucoup d'angles de prise de vue assez étonnants, et sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est un peu peut-être la marque de fabrique d'Hitchcock, c'est qu'on n'a pas une évidence tout de suite qui serait liée à pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et il a créé une ambiance qui est très froide. Et puis, encore une fois, je trouve que c'est quand même un film très pervers, une ambiance qui est à la fois sensuelle et à la fois complètement désexualisée. Hein. Alors, j'espère qu'on est d'accord là-dessus. Et le regard de Tippi Hedren fixe celui de Sean Connery, et en même temps semble prendre à partie la caméra en disant vous, spectateurs, vous êtes témoins de ce qui est en train de m'arriver, vous êtes témoins de ce qui va arriver. Et d'ailleurs, la caméra va imiter un temps
le regard de Sean Connery, puisqu'elle vient un peu se plonger sur Tippi Hedren. Et au dernier moment, en fait au moment où devrait advenir le viol, la caméra panote vers la gauche jusqu'à un hublot. Très étrange. Et donc c'est un panoramique qui n'a pas pour ambition de retranscrire la subjectivité d'un personnage. On pourrait y croire pendant quelques secondes, on dit on est Marc, ce qui serait aussi très pervers, on est le violeur, etc. Mais ce n'est pas le cas. Pour moi, il s'agit plus de la volonté du réalisateur de ne pas voir, de ne pas montrer le viol. Dans un film romantique, ce serait un geste de pudeur, hein, il faut le faire. Et c'est ce qu'on voit dans la séquence de OSS 117. Mais ici, c'est pas de la pudeur, on est chez Hitchcock, c'est quelque chose de très violent. Déjà, la caméra va traverser l'espace de Tippi Hedren au hublot. C'est long en fait, il y a quand même 3-4 secondes où on voit un rideau gris, je sais pas, de la moquette, peut-être une table de chevet. En tout cas, quelque chose de très terne, quelque chose de clos et quelque chose qui ne propose aucun échappatoire. Et le pire étant bien sûr l'océan qui ne propose que la mer infinie et donc la mort, hein, si on saute du bateau. Et du coup, le fait de ne rien montrer ici va, selon moi, souligner d'autant plus le traumatisme à venir. Et je ne sais pas si vous avez vu Marnie, mais je vous le rappelle, le film tourne autour des traumatismes de Marnie qu'elle n'arrive pas du tout à identifier. Et Sean Connery va, entre guillemets, l'aider à comprendre pourquoi telle couleur ou tel son lui donne des crises. Et donc le traumatisme dans cette scène devient indéchiffrable, innommable et même immontrable. Et Tippi Hedren, par son regard au début de la scène, nous prenait à partie, un regard complètement mort, hein, et quand même. Mais le spectateur ne peut pas l'aider puisqu'il ne peut pas témoigner en fait. Et si on veut pousser l'analogie psychanalytique un peu plus loin, on pourrait carrément parler de dissociation traumatique. Voilà, si c'est un concept qui vous parle, vous avez quelque chose de très grave et vous n'en gardez aucun souvenir puisque vous êtes complètement dissocié de l'événement. Et donc je trouve que Hitchcock arrive à faire ça en 3 plans à cette époque avec beaucoup de brio. Et ce panoramique est complètement inattendu et qui paraît inexplicable. D'ailleurs, il n'y a pas de signification précise, hein, c'est mon intuition, mais c'est aussi plus riche que ça. Hein. C'est aussi la signature du réalisateur. Et s'il y a bien un cinéaste qui signait ses films, c'est Hitchcock, puisqu'il se mettait lui-même dans chacun de ses films. Et donc un réalisateur omnipotent qui sait à la fois suivre son récit, tout en ménageant des écarts stylistiques, des pas de côté, et qui signe ainsi sa maîtrise formelle et narrative totale. Et concernant OSS 117, je trouvais l'extrait pas mal, parce que pour le coup on a aussi une parodie, mais beaucoup plus bon enfant, d'un film romantique, et la convention qui est de faire un panoramique au moment où le couple va faire l'amour, elle est moquée par ce reflet complètement burlesque dans le miroir, et en même temps l'hésitation de la caméra, parce que vous avez vu la caméra hésite, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, signale encore une fois la présence du réalisateur, peut-être un mauvais Hitchcock. Je ne dis pas ça contre Zanavicius. Hein, et à la fin, il finit sur un pot de fleurs qui est une autre convention et encore plus ringarde que le fait de filmer autre chose. Enfin, le pot de fleurs, c'est la pire fin de ce plan, quoi. Voilà. Donc on a parlé de panoramique autonome. Et maintenant, on va enchaîner sur un film de Martin Scorsese, hein, je vous l'ai dit, c'est pas des films inconnus. Casino. Et on va voir comment le panoramique aide à créer un espace, et un espace qui ne correspond pas forcément à ce qu'on pourrait appeler la réalité. Alors on est au cinéma, c'est pas évident. En tout cas, un espace qui ne répond pas à toutes les exigences du spatio-temporel. Voilà. Bon, pas plus simple, mais vous allez voir. Donc je ne vais pas vous raconter le film, ça se passe dans un casino et vous allez tout comprendre. God damn it! Trying to make it real compared to what in Vegas, everybody's got to watch everybody else. Since the players are looking to beat the casino, the dealers are watching the players. The boxmen are watching the floormen are watching the boxmen. The pit bosses are watching the floormen,
The shift bosses are watching the pit bosses. The casino manager is watching the shift bosses. I'm watching the casino manager and the eye in the sky. Plus, we had a dozen guys up there, most of them ex-cheats, who knew every trick in the house. Est-ce qu'il y a eu un bug au moment où on va vers la salle des caméras de surveillance? Je le remets juste au cas parce que c'est le meilleur passage. And the eye watching the shift bosses. I'm watching the casino manager, and the eye in the sky is watching us all. Plus. Alors, vous avez quasiment que des panoramiques dans cette scène. C'est une suite de plans qui présente le casino et surtout la hiérarchie du casino. Et alors effectivement, on peut dire que ces plans sont pour la plupart motivés par le regard d'un personnage. Donc on retombe un peu sur ce dont on parlait au début. Mais moi j'ai quand même l'impression que l'enchaînement est tellement rapide que je n'irai pas jusqu'à parler de plans subjectifs ou de panoramiques subjectifs. J'ai plutôt l'impression de voir une sorte de schéma, ou en tout cas un graphique, où il y aurait beaucoup d'informations complexes. Et bizarrement, je comprends tout. Très Scorsese. Je reçois vraiment ces infos et je comprends qui est le boss, qui regarde qui fait quoi. Je comprends tout ça de façon très évidente. Et Martin Scorsese utilise ici le panoramique comme vraiment une ponctuation d'un regard jusqu'à l'autre. Et donc au niveau formel, c'est quand même très virtuose. S'il y avait un cinéaste qui faisait un peu ça, mais avec un côté plus bande dessinée, ce serait Wes Anderson. Je préfère mettre Scorsese. Et puis au passage, on retrouve via cette vitesse l'idée d'immédiateté, d'imprévu, qu'on avait aussi peut-être un peu dans Kill Bill. Par contre, ce que vous avez comme panoramique, c'est un type très précis de panoramique. Il y en a qui sont rapides et il y en a qui sont très rapides au point que ça devient flou. On retombe aussi sur le couteau de Kill Bill. On appelle ça des panoramiques filées. En anglais, c'est whip pan. Whip, c'est je ne vais pas faire le bruit, c'est le fouet. Vraiment cette idée de vitesse. Et là, il y a une définition précise du panoramique filé, je vous la lis. C'est prise de vue où l'axe optique de la caméra balaye l'espace trop vite pour que l'image puisse apparaître nette sur l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que, certes, il y a de la vitesse, c'est pop, c'est rock, etc. Mais avec ces panoramiques, Scorsese a créé un espace-temps qui est très particulier. Le whip pan, le panoramique filé, c'est un panoramique qui a pour caractéristique d'être souvent truqué. Vous avez Robert De Niro à gauche, puis à droite vous avez un autre type. En fait, souvent ces deux plans qui sont mélangés. Là où ça devient très rapide, on va mélanger avec un autre panoramique. Sinon, en vérité, le plan il est impossible à faire. Il faut refaire le point, etc. C'est très compliqué. Et là, dans cette scène, vous avez un mélange de vrais panoramiques qui sont rapides, mais on voit que quand même c'est pour de vrai. Et puis il y en a qui sont complètement truqués, qui sont deux plans en fait. Et ça permet à Scorsese ici, comme je le disais, d'inventer un lieu qui ne correspond pas vraiment aux repères spatio-temporels classiques. Typiquement, vous avez au début Robert De Niro qui est au rez-de-chaussée du casino avec ses hommes de main. Pas longtemps après, on voit Robert De Niro qui est a priori ailleurs, on ne sait pas trop, cette fois il est tout seul. Et juste après, on voit Robert De Niro qui est dans la salle de surveillance, alors même qu'on a l'impression d'avoir une temporalité classique, qu'on suit plein de points de vue dans un casino, mais pas qu'il y a plusieurs temporalités. Surtout parce qu'il y a De Niro qui parle, donc en fait c'est lui qui donne le rythme de la séquence. Et d'ailleurs, lorsqu'on le retrouve dans la salle de surveillance, il est aussi avec un type qui était juste avant en bas. Donc en fait, il n'y a rien qui fait sens en termes de temporalité. Et du coup, Scorsese va utiliser le panoramique pour nous présenter un lieu tout en brisant, malmenant une narration réaliste. Et il propose un cinéma, ça plein de gens l'ont dit avant moi, et il propose un cinéma qui, plutôt que qu'opter pour la cohérence narrative totale, va essayer de suivre une sorte un flot de pensée ou quelque chose de très rock ou même très jazz. Et d'ailleurs, la scène est complètement calquée sur un morceau de musique. Le morceau se termine quand la scène se termine. Est-ce que vous voulez le revoir ou pas pour
crois qu'on a le temps. Et voilà, faites attention à ce lieu qui n'existe pas en fait, ce lieu et ce temps qui n'existe pas vraiment. God damn it! I'm trying to make it real compared to what In Vegas, everybody's got to watch everybody else. Since the players are looking to beat the casino, the dealers are watching the players. The boxmen are watching the dealers. The floormen are watching the boxmen. The pit bosses are watching the floormen. The shift bosses are watching the pit bosses. The casino manager is watching the shift bosses. I'm watching the casino manager. And the eye in the sky is watching us all. Donc vous imaginez bien que c'est pas les acteurs dans une pièce, c'est Scorsese qui fait plein de panoramiques, un par seconde. Il y a vraiment l'idée du trucage qui renvoie au cinéma en général, qui est une sorte de grand mensonge animé. Et voilà. Donc on était encore dans quelque chose de panoramique qui crée l'abstraction comme j'en parlais, et on va enfin aborder Michael Snow. On parlait au tout début du danger du panoramique, le danger de filmer à côté, de montrer ce qu'il y a derrière. On peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on va trop à gauche. Si on va trop à gauche, on fait un tour complet en fait. Et qu'est-ce qui se passe si on va trop en haut? On finit la tête à l'envers, avec une image à l'envers. Et il y a un cinéaste qui a cherché à épuiser les possibilités des mouvements de caméra en général, et notamment surtout du panoramique. C'est Michael Snow, donc, qui était un cinéaste canadien, donc qui est décédé il y a quelques jours, et qui en 1971... En 71, il a fait un film qui s'appelle La Région Centrale, et pour lequel il a fait construire par un ingénieur une caméra qui est en même temps une machine téléguidée. Voilà, vous voyez la caméra et Michael Snow. Et cette caméra était capable de bouger dans toutes les directions, ça c'est une évidence, mais aussi de tourner sur elle-même, de rouler et de tournoyer. Et la caméra donc est téléguidée, comme j'ai dit, et elle a été posée en haut d'un terrain rocailleux au Québec, et donc manipulée à distance. Et j'ai deux petits extraits. Je vais vous montrer tout de suite. Le film dure 3 heures. Et là, vous avez un panoramique complètement... Ah, vous avez loupé le moment, ça devient intéressant. Ce qu'il y a plus tard dans le film, parce que la caméra peut accélérer. C'est que le son qu'on entend, moi j'ai longtemps cru que c'était la caméra, pas du tout, c'est une bande son composée par Michael Snow, avec l'idée peut-être un peu d'imiter cette caméra. Donc ça n'en a pas l'air, mais c'est un panoramique pur et dur, hein, la caméra ne se déplace pas, elle est juste, l'angle de prise de vue peut juste être tourné vers n'importe laquelle des directions.
D'ailleurs, le film commence en regardant le sol, très lentement, et en inspectant, en fait, vraiment, les petits cailloux, quoi. Puis au bout de 30 minutes, ça monte un peu, etc. Et c'est un film qui apparaît complètement débarrassé de l'être humain, puisque la seule chose non naturelle que l'on voit dans ce film, c'est l'ombre de la caméra. Bon, l'ombre étant une chose naturelle, mais voilà, cette ombre est le seul rappel d'un monde extérieur. Et donc, dans ces 3 heures, et à travers ces panoramiques, parce que c'est plusieurs panoramiques, c'est un film tourné en pellicule, il y a l'évidence d'un paysage explorable dans toutes les directions, et qui en même temps ne semble exister que pour lui-même, ce qui le rend encore plus beau en fait. Et surtout, ces panoramiques posent la question des limites de l'image, puisque finalement la grande question de la région centrale, c'est à partir de quel moment l'image ne peut-elle plus transmettre l'idée de ce qu'elle représente. Alors pendant 1 heure ça va, et après ça devient comme ça. En fait on ne reconnaît plus la source. Si je vous avais rien dit, si j'avais juste montré ces extraits sans vous dire que c'était une caméra posée sur une montagne, bon, ça aurait été quand même assez flou, je pense, pour vous. Et donc, à partir de quel moment le paysage devient-il une peinture abstraite? Et à partir de quel moment est-ce que ce paysage gagne un nouveau sens à nos yeux? Et donc, ça renvoie un peu au panoramique filé de Scorsese et même au couteau de Kill Bill. On frôle l'abstraction avec le panoramique, ce qu'on n'a pas vraiment avec d'autres mouvements de caméra, je crois. Je dis ça, je dis rien. Voilà. J'ai un peu fini sur tous les extraits que je vais vous montrer. Il nous reste... attendez, 8 minutes pour parler du film de Renoir que vous allez voir. Alors malheureusement, je dois vous montrer l'extrait en question, qui est à la fin du film. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, sorry. Mais je dois même vous raconter l'histoire du film, parce que ça permet vraiment de mettre en contexte ce plan. Contrairement à tout ce que j'ai montré avant, vraiment le plan de Renoir, il y a Hitchcock quand même, mais c'est vraiment extrêmement riche. C'est un plan à voir à la lumière du film en entier, donc on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a des significations un peu infinies. Et je vais essayer de ne pas tout vous dire maintenant, pour qu'on ait quand même des choses à se dire dans 1h30. Donc Le Crime de Monsieur Lange, c'est un film de 1936, début 1936. C'est l'histoire d'un journal qui s'appelle Jauvert. Le journal est dirigé par Batala, qui est une sorte de petit patron, escroc, pervers, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, qui a beaucoup de charisme, que c'est une grande ambiguïté du film. Et le journal publie les histoires de Arizona Jim, des histoires un peu western, sans grand intérêt, a priori, écrites par Amédée Lange, le monsieur Lange en question. Le journal fait faillite. Batala s'enfuit en abandonnant ses employés. Dans sa fuite, il meurt dans un accident de train. Les employés, en fait, ils ont beaucoup d'ingéniosité, ils vont fonder une coopérative, ils vont relancer le journal. Là, les histoires d'Arizona Jim vont marcher, le journal va se vendre à fond. Et la fin du film, c'est les employés qui sont réunis, qui font une fête, en fait, parce qu'ils célèbrent le fait que le journal se vend, que Arizona Jim va être adapté au cinéma, etc. Et là, Batala réapparaît sous les traits d'un curé. En fait, il n'était pas mort, il a fait croire à sa mort. Et il revient pour récupérer le journal, maintenant que ça marche, son argent, et puis même les femmes qu'il a pu séduire auparavant. Et on va regarder l'extrait tout de suite. Toujours belle, Valentine. Mais faut pas avoir peur des revenants, ça donne de mauvais rêves. Ah, je suis très content de te revoir. Je suis un sentimental. Mais qu'est-ce que t'aimes me faire ici? Un pèlerinage. Qu'est-ce que tu as? T'es nerveux, hein? C'est l'amour. C'est le soleil du Mexique.
ce que retiennent les historiens, les critiques de cinéma, c'est donc toute cette scène qui est composée de deux plans, surtout. Le premier, vous l'avez vu, c'est un panoramique, mais travelling. Donc, encore une fois, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on aime la pureté ce soir. Mais en vérité, le deuxième, lorsque l'ange tire au pistolet, se finit aussi sur un travelling, et là, on va fermer les yeux. Hein. Ce qui est quand même très étonnant, vous l'aurez remarqué, c'est ce travelling à 360 degrés qui part vers la gauche. Au lieu de suivre, comme il aurait été un peu, entre guillemets, logique, au lieu de suivre l'ange vers Bathala. Je ne vais vraiment pas trop en dire. Je vais vous donner des pistes de lecture, peut-être. Il y a déjà une tension qui est induite par ce panoramique, puisqu'on suit un personnage d'en haut, depuis le bureau, jusqu'en bas. Cette tension, c'est aussi un rapport au temps, hein, le temps qu'il faut pour descendre un étage, pour se décider à tuer quelqu'un. En même temps, on découvre un décor. Hein. Quand on le suit, on voit des fenêtres. Alors là, ça se passe le soir, les fenêtres sont surtout fermées, mais vous verrez que tout le film, en fait, tourne autour de cette cour d'immeuble, absolument tout le film. Je vous spoil un peu avec une petite photo sympa. Tout simplement un schéma de la cour d'immeuble, donc que je n'ai pas fait, qui a été fait par André Bazin. Donc on voit personne aux fenêtres, mais leur champ est quand même très stimulé par les bruits de fête qu'on entend. C'est tous les employés qui font la fête et qui ne savent pas, eux, que Bathala est revenu pour en fait les spolier de tout ce qu'ils ont pu créer depuis sa disparition. Enfin, comme je l'ai dit, la caméra fait l'inverse de ce qu'on attendrait d'un tel panoramique. Donc il y a Renoir qui va vraiment chercher à bousculer, étonner le spectateur. Et puis c'est plus globalement un mouvement de caméra qui transmet une sorte de vertige en nous montrant une sorte de vide soudain. Je crois même qu'on voit des poubelles. Enfin, tout d'un coup, il n'y a rien. Et puis on se retrouve à la fin pour le meurtre, quoi. Je pense que c'est mieux de s'arrêter là, si vous êtes d'accord. Et on voit le film et puis on discute à la fin. J'espère que vous aurez des remarques à faire. Moi j'en ai s'il faut. Voilà, juste un conseil, c'est la cour que vous allez voir dans le film, dans le film de Monsieur Lange, c'est une vraie cour. Sauf erreur, j'ai vu des sources discordantes, mais l'imprimerie qu'on voit est une vraie imprimerie, donc tout le décor serait vrai. On est en 36, on est, j'ai pas la date précise, mais on est 3 mois avant le Front Populaire. Voilà. Faites attention à la profondeur de champ, beaucoup d'ouvertures dans ce film, beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent, d'affiches qu'on arrache parce qu'il y a quelque chose derrière, beaucoup de lieux qui sont très délimités, le bureau du patron, l'imprimerie sur les employés, la blanchisserie, la chambre, la cour. Vous voyez comme le film s'ouvre, je crois, sur un panoramique d'ailleurs qui présente la cour. Voilà, c'est extrêmement riche. Je vous dis merci et à tout à l'heure.